Monsieur Vazé, je vous souhaite le bienvenu ici chez nous, à la maison d'édition à Stuttgart, en Allemagne. Dans votre livre « Le mystère du sang », vous écrivez que le rôle principal du sang est d'être un élément de liaison entre le corps et l'esprit. Qu'est-ce que vous entendez par cela? Pour un matérialiste qui pense que l'être humain est qu'un corps physique, évidemment, la question ne se pose pas. Mais pour quelqu'un qui a une approche spiritualiste de la vie, l'être humain n'est pas seulement un corps physique, c'est un esprit, pris dans le sens de l'âme, qui est incarné dans un corps physique. Et la question se pose, comment cet esprit reste lié dans le corps pendant toute la durée de la vie terrestre? La réponse à cette question, je l'ai trouvée dans un livre spirituel intitulé « Dans la lumière de la vérité, message du Graal ». Et dans ce livre, il est expliqué que c'est le sang qui fait le pont ou l'élément de liaison entre l'esprit et le corps. Le sang doit être présent pour que l'esprit puisse s'incarner dans le corps et rester incarné dans ce corps pendant toute la durée de son séjour terrestre. Y a-t-il des faits qui montrent que c'est bien comme cela? Un autre exemple, nous avons tous à peu près la même quantité de sang, mais certaines personnes ont plus de sang que la moyenne et d'autres moins de sang que la moyenne. Et on peut ainsi distinguer deux genres de personnes. Premièrement, le type sanguin, qui a plus de sang que la moyenne des gens, et ça se voit parce qu'il est tout rouge dans le visage, il est tout congestionné. Et cette personne, à cause du fait qu'il a plus de sang que la moyenne des gens, son esprit est intimement incarné dans le corps physique. Et ce qui veut aussi dire qu'il est beaucoup plus intéressé aux choses matérielles et physiques, comme par exemple manger, boire, s'activer physiquement. Bien sûr, ici je fais une description un peu caricaturale de la chose. Mais l'autre type, c'est la personne qui a moins de sang que la moyenne des gens. Et ça se voit aussi, elle est plutôt pâle, elle est de teint blanc. Et ayant à disposition moins de sang, son esprit est aussi moins intimement incarnée dans le corps, ce qui fait qu'elle ne s'intéresse pas tellement aux choses physiques et matérielles, elle est beaucoup plus dans le monde des idées, des idéaux, du rêve. Si j'ai bien compris, ce n'est qu'une question de quantité? Non, la qualité intervient aussi, et par qualité, j'entends la composition du sang. Toute modification de la composition du sang entraîne une modification de la qualité de la liaison entre l'esprit et le corps et une modification de la qualité de la perception de la réalité extérieure et la manière dont on se sent par rapport à cette réalité extérieure. Par exemple, pour être bien dans notre peau, c'est-à-dire pour que l'esprit soit bien dans le corps, il faut qu'il y ait un certain taux de glucose dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie. Maintenant, lorsque cette glycémie descend et qu'on arrive en crise d'hypoglycémie, d'abord, on est très fatigué physiquement, mais ensuite, notre perception de la réalité extérieure se modifie. Une personne en hypoglycémie commence à devenir nerveuse, anxieuse. Les petites choses qu'elle faisait tous les jours sans réfléchir deviennent des problèmes, des gros problèmes, même des obstacles insurmontables. Elle peut même paniquer devant ces choses. Alors qu'au fond, autour d'elle, rien n'a changé. La seule chose qui a changé, c'est sa composition du sang et sa perception de la réalité extérieure. Donc ce que je viens de dire ici à propos du glucose peut aussi être répété à propos des carences en vitamines, en minéraux qui se trouvent dans le sang et qui entraînent des modifications de notre perception de la réalité extérieure. Par exemple, un manque de vitamine B1 a tendance à faire que les gens ont peur. Mais bon, je ne vais pas m'arrêter seulement aux exemples où il manque quelque chose dans la composition du sang, parce que cette composition peut aussi se modifier lorsqu'il y a quelque chose en plus qui se surajoute. Et de nos jours, c'est très souvent le cas, par exemple avec les métaux lourds qui arrivent avec la pollution, donc du cadmium, du mercure, des choses comme ça. Par exemple, du plomb, c'est quelque chose qui rend les gens plutôt dépressifs et irritables, qui les font avoir des fausses perceptions de la réalité. Et alors, que penser des transfusions de sang? Alors, les transfusions de sang illustrent bien le fait que le sang est le pont entre l'esprit et le corps. Les premières transfusions de sang ont été effectuées avec du sang animal, mais étant donné que ce sang a une composition qui est très différente de celle de l'être humain,
l'esprit des êtres humains ainsi transfusés ne pouvait pas rester relié avec le corps. Dans les transfusions qui ont été effectuées avec du sang humain, parfois ça jouait très bien et d'autres fois la personne décédait. Et c'est seulement lorsqu'on a découvert l'existence des groupes sanguins, qu'en fait le sang était différent chez chaque être humain, qu'il existait différents groupes sanguins, qu'on a compris pourquoi ces esprits ne pouvaient pas rester dans le corps et que la personne décédait. Mais même aujourd'hui, lorsqu'on respecte bien tout ce qu'on sait sur les groupes sanguins, certaines personnes qui reçoivent du sang lors d'une transfusion ne sont pas bien en elles-mêmes, elles ont des difficultés à percevoir correctement la réalité extérieure. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut observer, nous, depuis l'extérieur, parce que la personne semble entravée dans sa manière de penser, de parler et d'agir. La personne elle-même aussi peut le ressentir parce qu'elle dit « je ne suis pas vraiment là, je ne suis pas moi-même, je suis assis en deux chaises, il faudrait que je me reprenne ». Et toutes ces expressions montrent que la personne sent que son esprit ne maîtrise pas assez bien le corps parce qu'il n'est pas assez bien relié. Des troubles comme ça sont désagréables, mais ils ne durent pas trop longtemps parce que le corps travaille constamment à régénérer le sang et au bout de quelques temps, le sang nouveau qui aura été produit par le corps correspondra parfaitement à l'esprit de la personne en question. Monsieur Vazé, les hormones sont des substances qui sont sécrétées directement dans le sang. Quelle influence ont-elles? Oui, bien sûr, les hormones ont une très grande influence sur la composition du sang. Une période de notre vie où il y a des très grandes transformations hormonales, c'est à l'adolescence. Et à l'adolescence, suite à ces changements hormonaux, il y a des grandes transformations au niveau des formes du corps, mais également sur la manière de percevoir des adolescents. Jusque-là, c'était des enfants qui étaient pleins de joie de vivre, insouciants, irréfléchis, irresponsables. Avec ces changements hormonaux, la joie de vivre s'en va et l'adolescent est plutôt du genre mélancolique. Avant, il était irréfléchi, il allait tout droit en avant. Maintenant, il réfléchit beaucoup, par exemple sur les problèmes de la paix dans le monde, sur la justice, etc. Et également, avant, il était tout à fait irresponsable. Maintenant, il prend conscience progressivement des changements qu'il y a dans la vie, disons qu'on a des responsabilités en fonction de ce qu'on fait. Et tout ça, c'est amené par ce changement de composition du sang qui met l'esprit dans une autre ambiance qui lui fait percevoir les choses différemment. Maintenant, on pourrait aussi citer les changements d'état d'âme, d'humeur qui ont lieu avec le cycle menstruel chez les femmes et également à la ménopause et l'andropause. Monsieur Vazé, on a l'impression que l'esprit est très dépendant des choses matérielles et du sang. Par exemple, les vitamines, les hormones. Oui, on peut avoir l'impression, mais en réalité, c'est pas comme ça. L'esprit est quand même le plus fort, c'est la chose la plus puissante dans l'être humain. C'est d'ailleurs la seule chose qui est vraiment vivante. Le corps, lui, n'est qu'animé par l'esprit. Or, lorsque l'esprit a peur, à cause de l'étroite relation, l'étroit lien qu'il a avec le sang, il va changer, influencer ce sang et changer la composition du sang. Il y aura de l'adrénaline qui pénétrera dedans et qui modifiera donc cette composition. Donc l'esprit n'est pas dépendant d'une composition du sang, dépendante elle-même d'éléments extérieurs. Il peut toujours la modifier par son état intérieur, comme on a déjà vu juste maintenant à propos de la peur. Mais je voudrais prendre un autre exemple pour montrer jusqu'à quel point l'esprit peut influencer la composition du sang. Et pour ça, je vais parler de la mort. La mort, c'est un processus qui s'étend dans le temps, au cours duquel l'esprit, l'âme, se séparent progressivement du corps. Maintenant, lorsque c'est une personne qui est matérialiste et qui pense que lorsqu'elle décédera, elle n'existera plus, évidemment, lorsqu'elle sent qu'elle est en train de sortir de son corps, elle pense qu'elle arrive bientôt à la fin. Et toute son aspiration intérieure, ses désirs, sa volonté, c'est de rester incarné dans le corps, rester dans la réalité terrestre. Et ce désir que l'esprit a va influencer la composition du sang et la modifier, la fortifier, ce qui permettra à l'esprit de se réincarner un certain temps dans le corps.
Cet épisode peut se répéter plusieurs fois et ça donne lieu à ce qu'on appelle ces longues agonies. L'esprit ne lâche pas prise et il est capable de ne pas lâcher la prise jusqu'à un certain point et de modifier la composition du sang en conséquence pour rester incarné ici sur Terre. À quoi amène cette connaissance du rôle du sang? Cette connaissance nouvelle du sang ouvre des horizons thérapeutiques nouveaux. Lorsque quelqu'un a de la peine à faire face à la vie, qu'elle est toujours peut-être anxieuse ou pas assez sûre d'elle-même, ou d'autres gens sont peut-être trop déprimés, il est possible d'aider ces gens non plus avec des médicaments psychotropes, ni avec la psychothérapie, mais en modifiant la composition du sang. Alors comment est-ce qu'on peut modifier la composition du sang ? L'auteur du message du Graal explique que ces changements peuvent être opérés par un changement dans la manière dont la personne s'alimente. Alors, il précise également que ces changements ne doivent pas être unilatéraux ni définitifs et qu'ils doivent toujours être adaptés à la personne en question. Alors très concrètement, il faut d'abord savoir ce que la personne mange de manière générale à chacun des repas de la journée et ensuite, étudier, voir s'il n'y a pas des aliments qui sont beaucoup trop représentés et donc qui auront peut-être une influence trop grande sur la composition du sang, ou d'autres qui sont mangés en trop petite quantité ou en quantité nulle, c'est-à-dire que la personne ne mange jamais un certain genre d'aliments. Et ensuite, des corrections peuvent être opérées en ajoutant ce qui manque, en augmentant ce qui est là en trop petite quantité, en diminuant ce qui est là en trop grande quantité. Mais en disant ça, je ne suis pas en train de dire que si on modifie l'alimentation de quelqu'un et sa composition du sang, tous ses défauts vont disparaître et elle va devenir quelqu'un qui a que des qualités. Si nous changeons intérieurement, c'est que nous, en tant qu'esprit, nous faisons des efforts pour nous améliorer. Mais en changeant la composition du sang, on aide l'esprit à s'aider lui-même. Je vous remercie beaucoup, M. Vazet.